Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et le label Vauplus certifié d'ici, qui garantit l'origine des produits du terroir vaudois, présente Agriculture durable. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agriculture durable, l'émission qui se penche sur les enjeux de l'agriculture du 21e siècle, qu'ils soient environnementaux ou sociétaux. Ce mois, nous parlons de biodiversité, une biodiversité mise à mal par les exigences de nos sociétés modernes. Vous allez le voir dans notre dossier du mois. Alors, comment concilier tout ça avec l'agriculture de notre époque? Dans notre rubrique de la fourchette à la fourche, plein feu sur le poireau. Dans le fact-checking, on continue à démêler le vrai du faux. Et puis finalement, notre rendez-vous agricole à ne pas manquer en fin d'émission. Voilà pour le sommaire, mais tout de suite, allons rencontrer nos invités. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce plateau d'Agriculture durable. On est très heureux de vous accueillir. Alors tout d'abord, Jacqueline de Quattro, avocate, conseillère nationale PLR depuis 2019, ex-conseillère d'État pendant 13 ans. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui sur ce plateau aussi, Anne-Claude Jacquat, biologiste diplômée de l'Université de Fribourg et vulgarisatrice biodiversité chez ProConseil. Bonjour Anne-Claude. Bonjour. Et à vos côtés finalement, Christophe Longchamp, vice-président de Prométer et agriculteur à Chavannes-le-Veyron. Vous vous occupez d'une ferme d'élevage de taureaux et de grandes cultures où vous faites des céréales. Bonjour. Tout est correct? Tout est bien, merci. C'est parfait. Alors bienvenue à vous trois, merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a dit, aujourd'hui, on parle de biodiversité, une biodiversité qui est au cœur de la préoccupation des citoyens, mais aussi plus particulièrement, évidemment, des agriculteurs, puisque depuis plusieurs décennies, on demande aux agriculteurs de produire une nourriture de qualité, mais aussi de s'occuper de la biodiversité mise à mal par les exigences de notre société. C'est un sujet hautement politique, hautement polémique. L'agriculture est d'ailleurs souvent considérée comme l'un des principaux responsables de la baisse de la biodiversité et de la diversité biologique. Alors qu'en est-il réellement? Et je vais d'abord me tourner vers vous, Jacqueline, pour avoir ce point de vue politique. Bon, la Suisse a décidé de se munir d'une stratégie pour préserver la biodiversité. Ça fait suite au sommet de la durabilité à Rio de Janeiro en 92. Donc ça fait déjà 10 ans. Il a traduit par un plan d'action pour prendre des mesures, pour préserver les espèces, pour sauvegarder le patrimoine génétique et voir comment nous pouvons garder cette ressource fondamentale à la vie et à la vie humaine aussi. C'est vrai que l'agriculture est souvent pointée du doigt comme étant un des facteurs qui pèsent beaucoup sur la biodiversité. C'est vrai en partie, mais certainement pas seulement. Vous avez toute la densification, l'augmentation de la pression par la population. On va vers un pays à 9 millions bientôt. On se rend bien compte qu'il y a de moins en moins de place dans la nature. C'est pour ça qu'on a aussi adopté des lois très contraignantes dans le domaine de l'aménagement du territoire, qui créent beaucoup de résistance auprès des gens qui aimeraient bien pouvoir construire comme avant et qui ne peuvent plus. Et bien entendu aussi la mobilité, l'économie. Donc c'est beaucoup de pression et il y a des conflits, comme vous l'avez dit très justement Mélanie, beaucoup de politiques qui s'affrontent. On aimerait à la fois promouvoir une agriculture proche de chez nous avec des produits qu'on n'a pas besoin de faire venir du fin fond de la planète, mais à des prix abordables, surtout maintenant que l'inflation flambe. Donc c'est des conflits d'intérêts différents. Et puis en même temps, on aimerait pouvoir préserver notre nature, qui fait notre fierté, qui fait notre beauté aussi, et puis se déplacer et pouvoir construire quand même. Donc on voit que ces conflits d'intérêts publics et aussi les conflits d'intérêts privés sont vraiment la croix de cette problématique. On est loin d'avoir trouvé la solution. Plusieurs points sur lesquels d'ailleurs on va revenir, mais on va tout de suite aller sur le terrain. Je vous propose de faire un état des lieux. Dans ce premier sujet, on s'est penché sur le cas des oiseaux nicheurs. Alors comment se portent-ils dans nos régions? Toutes les espèces sont-elles logées à la même enseigne? Pesticides, qualité de l'habitat, sites de nidification, autant de points essentiels à leur survie. Mais comment tous ces points-là s'articulent-ils? Eh bien, regardez.
station ornithologique a effectué en 2013 et 2016 un atlas des oiseaux nicheurs de Suisse. C'est 2000 bénévoles qui ont parcouru la Suisse, ça représente 400 000 km, donc la distance Terre-Lune, c'est énorme, pour recenser les oiseaux nicheurs de nos régions. Il y a plusieurs tendances qui ont pu être mises en évidence, notamment en fait, la perte des oiseaux, 50% des effectifs en milieu agricole, c'est énorme. Dans ces espèces-là qui vivent en milieu agricole, il y a par exemple les rapaces, et eux, ils ont une tendance légèrement opposée, en fait, ils s'en sortent plutôt bien. Donc il y a plusieurs raisons qui expliquent cette tendance positive. D'une part, l'interdiction ou la diminution de certains pesticides, par exemple les DDT, qui étaient extrêmement utilisés dans les années 60-70, qui ont amené à presque la quasi-disparition en fait, de nombreuses espèces. Et l'impact de ces pesticides, il peut avoir en fait, lieu sur l'oiseau lui-même, sa survie, ou sur sa capacité à se reproduire. En fait. Donc, il peut représenter un danger à long terme pour l'espèce de manière générale. Donc ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est la qualité de l'habitat, en fait, qui s'est dégradée au fil des ans avec l'intensification de l'agriculture. Et pour ça, maintenant, en Suisse, il y a des surfaces favorables à la biodiversité qui ont été mises en place. Par exemple, des haies, des jachères, des prairies extensives, qui ont pour rôle en fait, de maintenir une biodiversité dans ces milieux-là, de maintenir des proies qui permettent en fait, à ces rapaces de se nourrir et de survivre tout au long de l'année. Et la troisième raison, c'était une perte des sites de nidification favorables. Et pour ça, par exemple pour les espèces comme le faucon cresserelle ou l'effraie des clochers qui vivent en milieu agricole, il y a eu en fait, une collaboration avec les agriculteurs qui ont installé énormément de nichoirs et qui permettent maintenant à cette population de rester implantée dans ces milieux-là. Ce qui est encourageant avec cette situation des rapaces en milieu agricole, c'est qu'on voit qu'en mettant ensemble les organismes de protection de la nature, les agriculteurs, des bénévoles sur le terrain, on arrive en fait à protéger des espèces. Parce qu'on sait ce qu'il faut faire et on arrive à mettre en place des mesures concrètes. Et ça, c'est un exemple extrêmement positif qu'on se réjouit en fait, de pouvoir appliquer également à d'autres espèces en milieu agricole qui sont menacées. Voilà donc pour les chiffres, 50% des oiseaux en milieu agricole perdus. Donc je me tourne maintenant vers vous, Anne-Claude Jacquat, en tant que biologiste, en tant que spécialiste en biodiversité. On a entendu les différentes actions qui sont mises en place. Les résultats sont concrets et pourtant il y a des pertes. Alors où est-ce qu'on en est exactement ? Alors, il est vrai qu'on constate des pertes, on communique peut-être pas mal sur ce qui diminue, on communique peut-être pas suffisamment sur les choses qui fonctionnent. C'est intéressant de voir le cas des rapaces qui fonctionnent très bien. L'exemple du faucon cresserelle est excellent parce qu'il y a aussi une satisfaction. On voit directement les liens de cause à effet. On a mis des nichoirs, on peut montrer aux agriculteurs, ben voilà, les mesures que vous mettez en place, elles sont efficaces. Ce qui manque aujourd'hui, c'est aussi un retour sur toutes les mesures qui ont été mises en place. Ce qu'il faut savoir, c'est que les espèces qui se portent bien, c'est des espèces souvent généralistes, pour qui des mesures simples fonctionnent rapidement, où on a une réponse très, très rapide. Et puis, malheureusement, les espèces qui sont sur la liste rouge, qui sont un petit peu plus exigeantes au niveau de la qualité de leur habitat, celles-ci continuent de diminuer parce qu'il ne suffit plus de mettre un nichoir ou d'avoir une prairie avec des fleurs. C'est des habitats qui sont complexes et puis qui demandent un suivi aussi au niveau d'un entretien particulier. Et puis, pour ces espèces-là, ça continue malheureusement de baisser. Donc, alors, justement, Anne-Claude, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces espèces-là ? Alors, pour ces espèces-là, il faut continuer. Ce qui manque aujourd'hui, principalement dans le milieu agricole, c'est des structures. On a, dans les années 70-80, il y a eu pas mal de remembrements, remaniements parcellaires. On a enlevé beaucoup de structures. Il y a eu des drainages aussi qui ont été faits pour avoir plus de surface de production au détriment de zones humides. En Suisse, c'est les zones humides qui ont le plus souffert, qui ont le plus reculé, avec toutes les espèces qui sont liées. Maintenant, on essaye de remettre en place des structures dans les nouvelles manières de travailler. On intègre de nouveau des structures et ça porte ses fruits. Il faut continuer là-dedans. Et puis aussi la liaison entre les choses, parce qu'on parlait de la problématique du territoire, tout ce qui est construction, transport. C'est pas seulement la perte de surface. Je pense qu'en 30 ans, l'agriculture a perdu 50 000 hectares de surface. Il y a une grande densification. C'est la fractionnalisation du territoire, c'est le manque de lien entre
entre les biotopes de qualité qui posent problème aujourd'hui. On doit recréer des liens. Et malgré tout, Christophe Longchamp, vous, en tant qu'agriculteur, vous le savez, il y a de gros efforts qui ont été faits de la part des agriculteurs, notamment en utilisant des parcelles qui sont vraiment dévolues à la biodiversité. Chez vous, comment ça s'est traduit ? Chez nous, on a planté des arbres fruitiers au milieu des grandes parcelles qui étaient dévolues à la culture. On a aussi diminué l'emploi de produits phytosanitaires. Même dans une culture, on n'en utilise plus. On fait du désherbage mécanique, d'autres choses, avec quand même quelques risques. Suivant la météo, on peut perdre des cultures. Et aussi, on a mis toutes nos surfaces de promotion de la biodiversité en réseau, pour qu'on fasse un ensemble dévolu aux animaux et aussi à la faune. Alors expliquez-nous ce réseau. Je sais qu'il est en place depuis plusieurs années déjà. Comment ça fonctionne ? Oui, chez nous, il est en place depuis 2012. On était dans les premiers réseaux et ça fonctionne que tous les agriculteurs de la région se mettent ensemble pour faire un état des lieux déjà des surfaces de promotion de la biodiversité en place. Et puis après, on essaye d'améliorer de la qualité et aussi la quantité. Aussi, il y a certains agriculteurs qui ont été d'accord de planter des haies, justement pour les oiseaux, qui est très important. Alors concrètement, est-ce que vous avez vu des améliorations depuis que vous avez installé ces zones qui sont propres à développer la biodiversité ? Alors, pas pour les rapaces, mais pour les lièvres. Sur mon exploitation et dans la région, on voit de plus en plus de lièvres. Et je pense que le fait d'utiliser moins de produits phytosanitaires et puis de laisser des prairies en place jusqu'au 15 juin ou au 1er juillet favorise en tout cas le lièvre. Donc il y a vraiment des résultats concrets, on l'entend. Anne-Claude, il faut continuer sur cette voie-là ? Il faut continuer absolument, et puis il faut surtout que les agriculteurs qui participent à ces projets puissent avoir un retour de ce qui fonctionne, parce que ça manque là, encore une fois, au niveau de la communication, même à l'interne des projets ou de la part des organismes qui suivent l'évolution des espèces. Il y a très peu de retours jusqu'aux agriculteurs pour leur dire ce que vous avez mis en place, ça fonctionne, par exemple, pour la pygrièche écorcheur, pour des espèces comme la huppe faciée, par exemple, dans les vignobles, qui reprend gentiment sa place, avec aussi la pose de nichoirs, l'enherbement des vignes qui est favorable. Il faut montrer aussi ce qui fonctionne, et puis pour encourager à continuer dans ces mesures, parce que voilà, c'est... Alors justement, on va vous montrer ce qui fonctionne avec 2 exemples concrets au Mont-sur-Lausanne et à Bavois, une cohabitation réussie entre agriculture et biodiversité. Ça donne ça. On est au Mont-sur-Lausanne, dans une exploitation tournée vers l'arboriculture et un peu de maraîchage, et on vend principalement sur les marchés de Lausanne, à la Palue, à la Rue-de-Boue. Il y a plus de 20 ans qu'on a installé des nichoirs parce qu'on a été confronté avec énormément de dégâts sur les jeunes arbres fruitiers par les rongeurs. Et on sait que les rapaces sont des friands clients de ces rongeurs, donc on s'est débrouillé. Et ça a été monté dans le cadre des arboriculteurs patentés, qui ont été aussi un peu les premiers à faire de la production intégrée et qui ont pris les devants en nous proposant de construire des nichoirs, de nous dire un peu les dimensions idéales et de nous fournir aussi le matériel pour qu'ils soient posés assez rapidement et pas qu'on se soit qu'une idée pieuse de faire bien. Et on a fait concrètement ces poses de nichoirs. Alors ici à Bavois, je cultive essentiellement des grandes cultures, à savoir du blé, de l'orge, du triticale, du colza, de la betterave sucrière ainsi que du maïs. Alors je vois la biodiversité au sens large, à savoir les insectes, les oiseaux, et d'abord celle qu'il y a dans le sol, raison pour laquelle j'ai changé radicalement mes pratiques agricoles depuis maintenant 5-6 ans. On a supprimé pratiquement tout le travail du sol, on a intégré des couverts végétaux, et on voit la biodiversité qui réapparaît de façon assez marquée. Le fait de ne plus travailler le sol a pour effet de favoriser les campagnols. Et ces mêmes campagnols sont nuisibles pour les cultures. Ils vont manger les racines des céréales et de toutes les cultures.
Donc pour lutter de manière naturelle contre ces campagnols, on essaie de favoriser les rapaces, notamment en mettant des perchoirs. Le faucon, il est fantastique parce que lui, il attaque les campagnols par la voie aérienne, ce que ne fait pas le renard, le chat, la belette. Et puis, c'est fantastique d'imaginer que ça régule les populations, que c'est d'une efficacité quand même importante. Moi, j'imagine cette souris qui vient de grignoter son dent de lion, son trèfle, son dactyle, et puis qui a le ventre tout plein de cette salade qui va être mangée par les petits du faucon, les fauconneaux. Parce que c'est le mâle qui apporte à la femelle qui va distribuer ces petites souris à ses petits. Et c'est génial. Mon sentiment vis-à-vis de la biodiversité notamment, c'est que c'est très plaisant de voir cette recrudescence d'oiseaux, de mammifères, d'insectes. Et puis j'ai du plaisir à voir ceci au quotidien. On l'a vu donc dans ce reportage, il y a des mesures concrètes qui fonctionnent. Donc agriculture et biodiversité peuvent tout à fait bien cohabiter. Encore faut-il communiquer sur la chose et puis continuer avec ces réseaux écologiques. Et je me tourne vers vous, Jacqueline, avec cette question. Du point de vue politique, est-ce qu'il y a aussi une aide qui est donnée? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place au sein du gouvernement pour permettre de continuer à développer ce lien entre agriculture et biodiversité? Oui, nous essayons de le faire aussi au niveau de la Confédération, puisqu'il y a une initiative qui est sur la table pour la biodiversité, qui fixe des objectifs très difficiles à atteindre, y compris pour le domaine agricole. Donc, nous nous sommes efforcés de faire un contre-projet qu'on soumettra au peuple en même temps que l'initiative, en les invitant à soutenir plutôt ce contre-projet qui, lui, va davantage mettre l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité. Typiquement, combien de terrain faut-il encore mettre à disposition de la biodiversité dans le cadre agricole? J'aimerais quand même mettre l'accent sur le fait que le monde paysan a réussi à mettre beaucoup plus de terrain à disposition de la biodiversité que les objectifs qui ont été fixés intermédiaires par la Confédération, ce qui est déjà à saluer. Et nous avons trouvé un compromis, j'espère que ça emportera l'adhésion, qui est de dire, en fait, des aires de biodiversité. Des aires, ça veut dire qu'on peut faire cohabiter les différents intérêts. On peut faire de la biodiversité tout en faisant de l'agriculture. On peut soigner la nature tout en permettant des énergies renouvelables, parce qu'on a vu tout à l'heure que si on reste dans un esprit de silo et de confrontation, on n'arrivera jamais à trouver ces solutions. Et on axe là-dessus, ça permet aussi de ne pas donner un contenu chiffré. Il faut atteindre ça autant de mètres carrés, mais voilà la qualité et le résultat qu'on veut obtenir en mettant davantage la qualité en avant. Alors Christophe Longchamp, j'aimerais votre réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre. Oui, alors j'abonde parce que dans notre réseau écologique, nous avons déjà dépassé les objectifs de la fin de réseau alors que nous sommes en 5e année sur 8. D'accord, donc plutôt positif. Oui. Vous allez visiblement dans le même sens. Alors, vous le disiez aussi tout à l'heure, Jacqueline, on a différents objectifs qui peuvent sembler contradictoires. Quand on parle, par exemple, d'un équilibre entre nature bien protégée, production alimentaire d'une part, de l'autre, des espaces de loisirs, des logements abondants, des axes de transport fluides. Est-ce qu'on peut concilier tous ces objectifs? Très rapidement, quelques mots du point de vue politique et j'aimerais bien le point de vue plus scientifique aussi. On peut seulement les concilier si on se parle et si on part de l'idée qu'on n'a pas la vérité unique. Moi, ce qui me dérange, c'est que les personnes ou des associations, aussi des ONG, qui approchent tout ça de manière dogmatique. Il n'y a que les oiseaux.
on ne peut pas parler d'énergie renouvelable. Il n'y a que l'agriculture, on ne peut pas parler biodiversité, ou plus souvent encore l'inverse. Et aussi longtemps qu'il n'y a pas cette communication et ce respect aussi des besoins des autres, et cette attente que l'agriculture doit produire de manière, je sais pas, la moins chère possible, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si on veut avoir des produits de qualité, il faut aussi pouvoir permettre aux familles paysannes de vivre de ce qu'ils produisent. Anne-Claude. Alors, moi, j'aimerais ajouter que la biodiversité, il faut décloisonner, ça c'est sûr, parce que l'agriculture fait déjà beaucoup d'efforts pour changer ses pratiques. On parlait de désherbage mécanique pour diminuer l'usage des herbicides, par exemple. Ça peut être en conflit avec la protection des alouettes qui nichent au sol. On a tous ces conflits, et puis au lieu de cloisonner les choses, vraiment d'essayer de trouver une solution globale. Et puis, on a besoin, en fait, de la biodiversité pour produire, parce qu'on a de moins en moins d'outils chimiques pour lutter contre les ravageurs, et on a besoin d'un paysage qui est structuré et qui contient naturellement les auxiliaires, par exemple, qui pourront aider à lutter contre les ravageurs. C'est un soutien à la production plus durable. Ce n'est pas le seul outil, c'est un outil parmi toutes les nouvelles techniques que les agriculteurs essayent, mettent en place pour avoir de la production durable. Au final, Anne-Claude, c'est de l'économie circulaire, la nature. Donc c'est un cercle vertueux et il faut qu'on arrive à le remettre en place. Il avait peut-être été un peu mis à mal, ce cercle vertueux. Tout à fait. Et puis, je pense qu'au niveau politique, justement, au niveau des mesures, on parle de mesures efficaces. Aujourd'hui, les mesures, elles sont largement imposées avec un cadre très strict. Et puis, on ne tient pas compte de l'expérience des agriculteurs sur le terrain. Eux connaissent, ça fait 30 ans qu'on a des mesures biodiversité depuis l'ordonnance sur les paiements directs. Il y a eu les premières mesures. Après, il y a eu les réseaux qui sont arrivés. Mais c'est toujours très cadré et on ne tient pas compte de l'expérience des agriculteurs. Et puis ça, je milite pour que dans le cadre légal, on tienne compte de l'expérience pour avoir ce lien et ce système décloisonné. Alors justement, on va partir en retrouver un tout de suite d'agriculteur. Dans le canton de Vaud, il est la star du fameux papet au poireau. Vous l'avez reconnu, bien sûr, je vous parle du fameux poireau, ce grand légume vert et blanc que l'on voit dépasser des cabas lorsque l'on va faire un tour au marché. On aime le consommer en soupe, par exemple, ou émincé à l'automne. Mais quel chemin a-t-il parcouru avant d'arriver dans votre assiette ? Eh bien, regardez, on rembobine la cassette. Moi, ce que j'apprécie particulièrement dans le poireau, c'est qu'un légume qui est relevé, qui a du goût, et puis aussi qu'on peut utiliser pour assaisonner à peu près n'importe quel plat finalement. C'est toujours super d'avoir un bout de poireau qui traîne dans son frigo parce qu'on peut le mettre avec n'importe quoi. Et puis c'est ça qui est chouette dans ce légume. Il se garde bien au frigo, c'est pas un problème. Alors bienvenue à la ferme de Chalabru. Ici on est sur une exploitation familiale d'une 40aine d'hectares avec principale activité les grandes cultures et les poules pondeuses. Moi je ne suis pas forcément issu du milieu agricole, c'est quelque chose que je fais depuis pas si longtemps que ça finalement. C'est suite à la rencontre avec mon épouse. J'ai tout de suite pu donner un coup de main sur la ferme de ses parents et puis ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier. J'ai croché et puis petit à petit j'ai fait ma reconversion, mon CFC et puis maintenant on a la chance d'avoir pu reprendre un domaine. Donc c'est incroyable. Donc là, on est dans le champ, on récolte le poireau. Donc pour le faire, voilà, c'est un légume qui pousse quand même relativement lentement, entre 5 à 7 mois. Là, celui-là, il a quand même déjà 8 mois qu'il est dans le sol, donc il est bien enraciné. Ensuite, je vais me mettre en position un peu ergonomique pour tirer ces poireaux dehors, en essayant de laisser un maximum de terre à l'endroit où je l'arrache.
Maintenant qu'on a arraché le poreau, eh ben, il faut qu'on le prépare parce qu'on peut le voir, c'est pas très beau un poreau. Il faut dire quand même qu'il est resté au champ, planté en pleine terre pendant c'est entre 5 et 7 mois, mais celui-là il a fait quand même 8 mois vu qu'on arrive gentiment sur le bout de la récolte. Hein. Donc maintenant on va le préparer pour que finalement il ressemble à ça. Donc du coup, ça se passe comme ça. Pour commencer, on essaie d'enlever l'excédent de terre. On coupe les racines à ras. Et puis après, on enlève les couches qui sont un peu abîmées par le temps. Hein, pour que aussi on ait un beau fût blanc qui se dévoile, si on veut. Comme ça. On le tourne ensuite à l'envers. On peut enlever un petit peu les premières feuilles comme ça. Puis après, voilà, pour avoir un beau poreau. Donc il nous faut quand même un couteau qui coupe bien. Et puis nous ici, on fait quelque chose d'un petit peu différent d'ailleurs, c'est qu'en fait on garde les racines. Parce que vous verrez, quand elles sont lavées, elles sont belles blanches. Et puis ça nous permet vraiment d'attester de la fraîcheur du poreau. Si vous voyez un poreau en magasin qui a plus de racines, c'est souvent pour cacher un peu le fait qu'il n'est pas frais. Nous, on dit poreau parce que, en fait, c'est le terme le plus juste, si on veut. Hein. Là-dessus, les Vaudois ont raison. C'est qu'à la base, c'est porum qui vient du latin. Et puis, au Moyen-Âge, sur Paris, ils ont trouvé que c'était plus classe de dire poireau, parce que ça fait poire, un peu comme le fruit des rois. Donc, du coup, en fait, plus on est une région qui est éloignée de Paris, plus on a des chances de dire encore poreau. Maintenant qu'on les accueille, ici on va les laver, donc c'est le moment de se retrousser un peu les manches. Donc on procède de la manière suivante. Là, moi je les prends tous, il faut un peu bien les attraper dessous, les monter sur le bord de caisse comme ça. En essayant de voir un peu toutes les racines. Il y en a toujours un ou deux qui se font la mal. Voilà. Et après, ça gicle un peu. On va commencer par bien nettoyer les racines. Même si les poreaux sont bien lavés quand même quand on les prépare, c'est sûr que si vous, dans votre cuisine, vous les préparez, le mieux c'est de les couper assez finement en enlevant une partie du verre, vous gardez la partie que vous voulez. Et puis après de les laver, par exemple à l'essoreur à salade ou comme ça, bien les faire gauger parce que comme ça peut arriver que pendant les précipitations, il y a de la terre qui s'enfile dans les feuilles, ça peut descendre assez bas dans le tronc. Donc voilà, c'est toujours conseillé de les couper, puis ensuite de les laver. C'est un peu difficile de dire combien on produit de quantité exacte, mais on va dire qu'on nourrit environ 250 familles par semaine avec notre production maraîchère. Et dans ce reportage, on apprend donc que les Vaudois ont raison. On dit donc bien poreau, mais il y a une autre question existentielle à laquelle nous n'avons pas répondu. Et là, j'aimerais vous poser la question. Le papé au poreau, avec crème ou sans? Ah ah, qui se lance? C'est important. Moi, je suis fribourgeoise. Je mets de la crème, mais j'ai peut-être tort. Alors voilà, on va voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Plutôt avec crème. Avec crème, Jacqueline? Alors moi, j'en mets pas. Par contre, j'aime bien la mettre quand je fais du poisson avec le poreau. Ah, bon, et là, il n'y a pas la saucisse au chou. Moi, je mets de la crème aussi. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ça sera le vainqueur du test. Voilà, exactement. Trêve de plaisanterie. On a parlé dans ce sujet du poireau. Lors des dernières éditions, on a parlé de l'endive, donc des légumes locaux. On parle de circuits courts. Et pourtant, dans nos magasins, on continue à avoir des melons, des fraises, des avocats. Et ça pose une vraie question à savoir sur les pratiques de la grande distribution et les demandes des consommateurs. Comment est-ce qu'on peut concilier ces deux points? Je me tourne vers vous, Christophe. C'est vrai qu'on est face à un dilemme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, il faut vraiment revenir aux légumes de saison, aux fruits et aux légumes de saison. Revenir aussi au marché local. C'est vrai que c'est pas forcément facile pour tout le monde d'aller se promener chez un producteur ou chez un autre. Et je dirais aussi qu'en ces temps d'inflation, peut-être qu'un légume un petit peu moins beau, un petit peu tordu, peut-être chez le producteur local, on pourrait l'avoir un petit peu moins cher. Bien sûr. Ça peut aider les familles.
Et puis, il y a aussi une question par rapport à ça, c'est celle du gaspillage. Le fait qu'on favorise des légumes qui soient beaux, eh bien, on oublie qu'un légume moche peut être très bon, n'est-ce pas, Anne-Claude? Oui, je pense qu'on ne montre pas, on devrait, on parlait de biodiversité avant, on parle de ce qui va mal, on montre ce qui va mal pour essayer de choquer la conscience des gens, mais il faudrait aussi choquer la conscience en montrant qu'est-ce qu'on gaspille comme aliment, juste parce qu'il n'a pas la bonne taille. Alors c'est sûr, une petite pomme de terre, si on doit la peler, ça prend plus de temps qu'une grosse, mais le goût, voilà, on peut la manger avec la pelure et puis on s'économise du temps. Non, il y a vraiment, il faut communiquer là-dessus et puis choquer les gens peut-être avec le volume qui est gaspillé juste pour avoir des beaux produits. Alors, est-ce que vous avez des chiffres ou selon vous, comment est-ce qu'il faudrait communiquer? Alors, j'ai pas de chiffres exacts, mais je sais que voilà, on met quand même. Je vois des agriculteurs qui mettent en vente directe des déchets, des carottes pas belles, et qui commencent à se révolter par rapport à ces refus de la grande distribution, à ce diktat du calibre. Et il y a plein de gens qui seraient prêts à acheter ces légumes si on les met sur l'étalage. Et la grande distribution souvent a tendance à se cacher derrière le fait que c'est le consommateur qui veut, mais si la grande distribution joue le jeu et puis qu'elle présente ses légumes, je pense que le consommateur va être sensibilisé aussi. Ouais, c'est un petit peu l'histoire de la poule et de l'œuf qui a commencé en premier. Alors Jacqueline, est-ce qu'il ne faudrait pas légiférer tout simplement sur la question? Je ne pense pas qu'on a besoin de loi, on a besoin d'un changement de comportement. Et vous avez raison, au niveau de la grande distribution, il y a vraiment un problème. On nous impose des choses calibrées qui généralement n'ont plus de goût parce qu'à force de mettre l'accent sur la beauté, la standardisation, on mange des tomates et des fraises. Je m'excuse, mais si je ferme les yeux, je ne sais même pas ce que je mange. Et puis tout le monde ne peut pas aller au marché. C'est vrai qu'on a maintenant, les femmes travaillent de 8h à midi et puis jusqu'à pas d'heure. Donc aller au marché le matin, ça devient compliqué. Et on aimerait aussi pouvoir trouver dans la grande distribution davantage de produits frais de la région qu'on paye alors le prix correct, quoi. Et puis on a fait une action de sensibilisation intéressante au Parlement pendant la dernière session. On a tous mangé des produits qui provenaient de déchets alimentaires. Donc, c'est des trucs impeccables, mais trop petits, tachetés, tordus, absolument délicieux. Et puis, au début, on était là, qu'est-ce qu'ils nous donnent là, ce qui passe à la poubelle? C'était parfait. Et ça nous a permis aussi de nous sensibiliser, nous, et de passer le message plus loin, que non, ce ne sont pas des déchets, ce sont des choses qu'on doit consommer, qui sont délicieuses à consommer, et que c'était vraiment un scandale de les jeter. Et puis, il y a aussi tout ce qui est panier agricole, parce que si on dit qu'on n'a pas le temps d'aller au magasin, on peut faire venir les choses à nous. C'est quelque chose qui se développe beaucoup dans le domaine agricole. Vous y êtes favorable? Oui, bien sûr. C'est des produits frais qui arrivent toutes les semaines ou toutes les 15 jours. Et on connaît souvent, je pense que le client connaît le producteur. Et c'est vraiment des bases qu'il faut qu'on redonne aux consommateurs. Et puis, on y revient, la communication, finalement. Passer le bon message. Oui, c'est ça. Et montrer que le travail que ça enfin l'aberration, disons, de jeter, et puis l'agriculteur qui doit faire ça, il ne fait pas ça de bon cœur. C'est vraiment frustrant de se voir refuser de la marchandise parce qu'elle ne correspond pas aux standards soi-disant réclamés par le consommateur, mais qui est quand même largement influencé par les distributeurs pour des questions pratiques, logistiques. Il faut qu'on puisse entasser les caisses comme il faut que ça aille vite pour le stockage, et ça, ce n'est pas acceptable. Alors on va enchaîner maintenant avec notre rubrique fact-checking. Vous savez, on aime démêler le vrai du faux, le faux du vrai. Alors nous nous penchons ce mois sur la relation entre élevage industriel et utilisation de médicaments qui engendrerait une résistance accrue aux antibiotiques. Vrai ou faux? La réponse est peut-être plus nuancée qu'on ne le pense. La production animale industrielle conduirait à une utilisation accrue de traitements médicaux et, par ricochet, à une résistance croissante aux antibiotiques. C'est un argument fréquent, très utilisé notamment par les défenseurs de l'initiative contre l'élevage intensif rejetée par le peuple en septembre dernier. En réalité, les nouveaux systèmes de détention des animaux et le soin apporté par les éleveurs ont permis de faire drastiquement baisser l'utilisation d'antibiotiques dans l'élevage d'animaux de rente. Une étude de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires montre un recul de plus de moitié en l'espace de 10 ans, avec 60 000 kilos en 2011 contre 28 000 kilos en 2021. Cette baisse est d'ailleurs plus importante que dans la médecine humaine, qui affiche un recul de l'utilisation d'antibiotiques de 40% seulement en 10 ans. On peut donc dire que cette chute constante des ventes d'antibiotiques atteste que les vétérinaires et les détenteurs d'animaux sont bien sensibilisés à cette problématique.
Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'après le traitement antibiotique d'un animal de rente, les produits de l'élevage qui en découlent ne peuvent pas être commercialisés pendant une période stricte pour éviter toute transmission dans la nourriture humaine. Une baisse donc quand même relativement massive, 53% dans l'utilisation des antibiotiques sur 10 ans. Anne-Claude, j'aurais voulu votre point de vue scientifique sur la question. À quoi est-ce qu'on peut l'attribuer ? Alors, c'est principalement une nécessité parce qu'on voit que l'utilisation des antibiotiques aboutissent à des résistances, à l'émergence de résistances parmi les pathogènes. Et puis on a de plus en plus de peine à trouver les produits qui sont efficaces contre les bactéries, les mauvaises bactéries, et puis qui n'ont pas une incidence sur celles dont on a besoin pour notre vie. Enfin, c'est la même chose chez les animaux. Et puis après, il y a une prise de conscience aussi par rapport à ça. Il y a l'émergence aussi de nouvelles techniques, l'homéopathie, des médecines alternatives, aussi dans le monde animal, qui intéressent de plus en plus de monde. Et puis c'est précieux. Et qui ont des effets concrets. Qui ont des effets concrets, oui, qu'on peut mesurer, oui. Est-ce qu'on peut imaginer donc de ce fait que la baisse sera encore plus forte, qu'on utilisera encore moins d'antibiotiques dans le futur ? Je pense que la tendance va continuer. Après, sans passer totalement, je ne peux pas dire. On aura toujours des besoins. Par contre, il faudra de plus en plus cibler. Et puis, c'est ce que fait maintenant le milieu vétérinaire. Enfin, il y a une prise de conscience générale, je pense. Et puis, dans la formation, dans l'obligation aussi d'annoncer tout ce qui est utilisé. On est obligé de limiter pour avoir de l'efficacité. On se rend compte que c'est la même chose chez les plantes. Quand l'utilisation des pesticides contre des pathogènes des plantes, on se rend compte qu'il y a aussi des résistances et puis qu'on est obligé de trouver des alternatives. Donc. Christophe, vous sur le terrain, qu'est-ce que vous avez constaté? Comment est-ce que vous fonctionnez avec vos taureaux notamment? Avec mes taureaux, j'ai augmenté la surveillance. C'est vrai que c'est un point qui est important. Et donc concrètement, ça se passe comment d'augmenter la surveillance? Qu'est-ce que vous faites? Dès que nos bêtes arrivent, elles restent vraiment dans un box séparé. Comme ça, on sait que c'est les jeunes qui arrivent et puis qu'eux ont plus besoin de surveillance que les bêtes qui sont là depuis un mois. Et on a commencé depuis 2019 à vacciner nos bêtes contre le coronavirus qu'on connaît maintenant, mais le coronavirus des bovins. Et avec ceci, au bout d'une année de traitement de toutes mes bêtes, on a pu diminuer de 5 fois l'utilisation d'antibiotiques. Ah oui, donc c'est conséquent quand même. Oui, c'est conséquent, mais quand une bête est malade, c'est comme chez l'humain, on est obligé de la soigner. Et c'est pour ça qu'on ne pourra pas réduire à zéro l'utilisation totale d'antibiotiques en Suisse. Bien sûr. Sur mon exploitation, on n'a jamais fait de traitement de masse qui ne venait pas du vétérinaire. D'accord, eh bien très bien, merci beaucoup pour ces différents points de vue. On arrive déjà presque à la fin de cette émission, je sais que ça va très très vite. Avant de se quitter, néanmoins, j'aimerais vous donner le thème de notre émission du mois prochain. Nous parlerons de formation au métier de la terre et de la reprise d'un domaine agricole, qu'on vienne d'une famille d'agriculteurs ou non. Vaste sujet là aussi. Donc rendez-vous le dernier vendredi de mai pour cette prochaine édition. Et maintenant, notre rendez-vous du mois. Avant de se quitter, je vous propose de partir du côté de Moudon avec la foire agricole Suisse Bio ainsi que le salon du vin Suisse Bio. Vous connaissez, Jacqueline? Oui. Oui, très bien. Je vois que vous avez fait vos devoirs. Absolument. Donc j'ai nommé Bio Agri et Bio Vino, principales manifestations vaudoises autour de l'agriculture biologique. Regardez, c'est par là. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Merci. Au revoir. Merci. Les 13 et 14 mai, bienvenue à Bio Agri et Bio Vino, le grand marché dédié à l'agriculture bio, à la viticulture et au vin nature à Moudon. Des animations pour petits et grands, des démonstrations agricoles, des stands qui proposent fromage, viande, légumes, plantains, céréales, plantes médicinales. Tout est prêt pour accueillir un public nombreux. À côté des stands dédiés au vin bio, la permaculture et les micro-fermes sont également mises en valeur. Et cette année, focus sur la jeunesse avec la thématique « La terre aux jeunes ». Une programmation musicale éclectique ravira également toutes les oreilles. Bio Agri et Bio Vino, les 13 et 14 mai à Moudon.
Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et le label Vauplus certifié d'ici, qui garantit l'origine des produits du terroir vaudois, présente Agriculture durable.